Les 2 épisodes précédents nous ont permis de découvrir les grandes phases de la préhistoire en Bretagne, une préhistoire qui débute vers 700 000 ans avant notre ère. On a vu que vers moins 5000 se développe l'agriculture et l'élevage qui permettent à la population de se sédentariser et de développer son outillage et ses constructions. Le grand tournant a été l'utilisation des métaux, d'abord un mélange, le bronze, puis le fer, sans doute apporté par l'influence celtique. Ce 3e épisode, en compagnie de Jean-Jacques Monnier, va nous montrer une belle civilisation avancée et tournée vers l'extérieur. Les échanges économiques vont apporter le progrès et des menaces. Comment étaient organisées les cités celtes ? Et ça, c'est une originalité. Il n'y a pas d'empire celte. Ça ressemblerait plutôt à la Suisse d'aujourd'hui, c'est-à-dire à des petites sociétés, des petites tribus qui passent des accords entre elles et qui se gèrent au plus près. Elles ont une assemblée et également un roi, mais le roi n'est pas le personnage principal, il peut être facilement renversé. Plutôt une organisation tribale ou clanique, quoi. C'est ça. En commun, ils ont la langue, la culture, beaucoup d'éléments de civilisation, mais ils n'ont pas de pouvoir politique centralisé. C'est plutôt une qualité d'ailleurs, c'est une sorte de pré-démocratie qui existe déjà. Revenons à un des personnages importants de la société celte, le druide. Oui, donc le druide, détenteur du savoir, à un niveau extrêmement élevé. Une faiblesse cependant, on n'utilise l'écriture que pour des raisons religieuses ou pour des comptes financiers. Tout le savoir des druides reste à l'état oral, ce qui fait que s'il arrive à un coup dur au druide, personne ne sera là pour prendre le relais. Et on sait que César, lorsqu'il a fait la conquête de la Gaule, a décidé de faire disparaître les druides en les massacrant. Les Celtes pensaient qu'un mot écrit était un mot mort, c'est vrai ? Paraît-il, oui, on n'a pas la preuve qu'il l'ait dit, mais délibérément, ils connaissaient l'écriture, mais ils ne l'ont presque pas utilisée. Et ça a été un élément de faiblesse de leur civilisation. Mais il faut savoir aussi que la tradition orale était capable de véhiculer énormément de savoir. Un druide qui avait 20 ans d'études pouvait avoir un savoir équivalent à celui d'une encyclopédie Larousse d'aujourd'hui. Un petit peu comme dans certaines civilisations africaines maintenant. Oui, c'est ça, les griots africains qui peuvent raconter pendant des générations des événements qui se sont déroulés même plusieurs centaines d'années avant. Alors, est-ce que ces druides s'exprimaient dans une langue différente de celle du celte lambda ? Ils travaillaient entre eux, ils se réunissaient entre eux, mais ils étaient au service des communautés villageoises et tribales dans lesquelles ils vivaient. Le culte druidique, il est quoi ? Monothéiste, polythéiste ? Il était polythéiste avec une forte tendance au monothéisme. Et ça, on le sait parce que les Celtes d'Irlande n'ont jamais été conquis par les Romains, donc les druides n'ont pas été tués. Les druides sont devenus prêtres chrétiens. Et en devenant prêtres chrétiens, on a vu qu'ils n'ont pas eu de grands problèmes à faire franchir ce pas. Et ça devait être que finalement, les 2 religions ne devaient pas être très éloignées. C'est-à-dire que peut-être aussi le système des saints s'articulait un petit peu comme le monothéisme celte, c'est-à-dire un dieu principal et, entre guillemets, des sous-dieux. Divinités secondaires. Représentés par un homme ou par une femme ? Ça pouvait être les 2. Vraiment, D'accord. la société celtique laisse une place importante aux femmes et il n'y a apparemment pas d'interdit. Le système scolaire chez les Celtes ? L'enseignement était fait par les druides. Autour des druides, il y avait également les bardes, qui étaient des poètes, gens de cour, et également annonciateurs de nouvelles. Et puis, disons que sous forme poétique, ils racontaient un peu l'histoire du clan ou de la tribu. Un lien particulier aussi unit les Celtes et la nature. Ils vivent relativement en symbiose avec la forêt, mais en même temps, il a des friches parce qu'il faut bien vivre. Et on peut dire que le paysage de l'époque celtique n'est pas tellement différent de celui d'aujourd'hui, parce qu'il y a des champs cultivés, et il y a aussi des clairières et des forêts.
Pourquoi n'a-t-on pas trouvé en Bretagne des œuvres aussi importantes, par exemple, que le chaudron de Gundestrup au Danemark? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des œuvres celtiques splendides, dont le chaudron de Gundestrup. Ça, c'est plutôt l'Europe centrale ou l'Europe du Nord. On a trouvé en Bretagne des monnaies celtiques extrêmement belles, très reconnaissables parce qu'elles occupent l'espace de façon très harmonieuse. On sait de quand date le symbole du Triskel? Non, c'est qu'il existait déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ et rien n'empêche de penser qu'il existait encore bien avant. On parle de la place de la femme dans la société celte. Était-elle aussi importante? Y avait-il un matriarcat? Matriarcat, on ne sait pas, mais un rôle important des femmes, oui. Des femmes étaient reines. Rix, comme on disait à l'époque, lorsque les Bretons de Grande-Bretagne se sont soulevés contre les Romains, à leur tête, il y avait la reine Boudica. Et donc, c'était absolument impensable, ça, chez les Romains. Vous avez prononcé le mot Rix, Vercingétorix. Oui. Ça veut dire qu'il était celte. Vercingétorix est un celte et un roi, comme le dit son nom, roi d'une des tribus celtiques. Et ces tribus ont su s'unir à un moment donné contre les Romains. Mais bon, c'était un petit peu tard, les Romains étaient déjà dans la place. Et les Celtes, d'autre part, avaient une conception du combat où ils allaient seuls. Ils allaient défier un adversaire et se montrer plus braves et plus brillants que lui. Face aux Romains, ça ne marchait pas. Les Romains refusaient le combat individuel. Et c'était la légion romaine avec sa carapace de lance. Et face à ce système-là, donc les Celtes n'ont pu s'adapter que tout à la fin et ils ont quand même perdu à Alésia. On lui prête en tout cas ces mots. Unis, nous pouvons défier le monde. Ça symbolise quoi? Ça veut dire que parmi les Celtes, c'était difficile de s'entendre? Oui, c'est-à-dire que le Celte n'a jamais eu l'idée d'imposer sa domination aux autres. Ils se sont unis pour rester libres, mais ils n'ont jamais voulu s'unir pour conquérir d'autres territoires. Et donc, ils n'avaient pas la logique de conquête et d'impérialisme que les Romains ou même que les Grecs. Est-ce que la légende du Celte, buveur, ripailleur, est avérée? Disons que d'après les récits qu'on a et qui viennent surtout des Romains et des Grecs, c'est-à-dire des conquérants, oui, le sens de la fête est important chez les Celtes. Elle n'est pas continue, elle est occasionnelle, mais elle est très forte. Et les Romains ont assez souvent profité des lendemains de fête pour faire des conquêtes territoriales. Alors c'est vrai qu'en plus les Celtes importaient massivement du vin, hein. Ce fut casus belli aussi à un moment donné. Oui, c'est ça, le vin des pays latins était importé vers le monde celtique, mais les Celtes avaient également la cervoise et d'autres boissons spécifiques, la bière également. Que sont-ils devenus ces Celtes? Donc les Celtes ne sont jamais partis, hein. Simplement les Romains sont arrivés et disons qu'en 56 avant Jésus-Christ, les Vénètes ont été battus contre les Romains en combat naval au large du golfe du Morbihan. Et depuis, donc, les Romains ont imposé leurs lois. Cependant, ils ne sont pas venus très nombreux en Bretagne. Forcément, il y a eu une sorte de coexistence. Dans les villes, c'était plutôt les Romains. Et à la campagne, c'était les Celtes traditionnels. Est-ce que ces Romains qui sont arrivés en Bretagne ont été surpris par le degré de civilisation atteint par les Celtes armoricains? D'une façon générale, les Romains aimaient bien venir en Gaule, parce que la Gaule, c'est plus grand que la France d'aujourd'hui, hein. Ça contenait la Belgique et puis même un morceau d'Italie au départ. Et donc, lorsqu'ils venaient en Gaule, les Romains, c'était pour eux la belle vie. Ils trouvaient qu'en Gaule, on vivait beaucoup mieux que dans l'Empire romain. Et ils étaient effectivement impressionnés par la qualité de l'alimentation, l'armement, le métal, etc. Par contre, c'est au niveau de l'organisation et surtout de l'armée que les Romains ont été supérieurs. Ces Romains arrivent chez nous. Comment se passait la cohabitation entre les Celtes et les Romains? Il y a eu une répression terrible au début. Il y a eu des grandes révoltes réprimées. Et puis après ça, il y a eu un phénomène de petite romanisation des Celtes. Et puis, en sens inverse, un certain nombre de Romains n'étaient pas des vrais Romains. C'était des gens de tout l'Empire qui venaient et puis qui s'adaptaient relativement bien dans le monde armoricain et qui prenaient éventuellement femmes sur place. Donc, il y avait un phénomène de fusion qui s'est produit comme ça. Et également dans l'île de Bretagne, qui était celtique, un phénomène de fusion.
Et puis un beau jour, donc les Romains ont dû partir parce que leur empire était menacé, Rome était menacée. Et en 410, donc les Romains ont quitté la Grande-Bretagne. Quelques années après, ils ont aussi quitté la Petite-Bretagne, ce qui fait que les Bretons ont dû se débrouiller tout seuls. Il est vrai qu'aussi, certains chefs bretons sont allés prêter main forte aux Romains. Oui, là il s'agit surtout des chefs bretons de Grande-Bretagne qui eux donc ont été libérés plus tôt de la présence romaine. Ils se sentent chrétiens, ils se sentent un peu de l'Empire romain et ils vont essayer de donner un coup de main aux Romains en lutte contre les barbares, c'est-à-dire les Germains qui arrivaient de l'Est. L'Armorique ne disparaît pas avec la conquête romaine, mais elle perd une partie de sa prospérité en raison du développement des transports terrestres. Menacée par les raids des Saxons, elle va recevoir des renforts d'outre-Manche et trouver un nouveau dynamisme. C'est ce que nous découvrirons avec Jean-Jacques Monnier dans le 4e épisode de La Bretagne en Histoire. À bientôt!